On a pour objectif que tout Marocain, quel que soit son âge, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, quel que soit son lieu de vie, quel que soit son niveau d'alphabétisation, mérite d'avoir accès au e-commerce et au paiement digital. Et c'est probablement le premier déclic que j'ai eu. Cette semaine, on reçoit un entrepreneur qui a une mission très ambitieuse, atteindre l'inclusion digitale pour tous les Marocains. Et pour ça, il a levé 4 millions de dollars avec sa start-up Aura Technologies. Dans cet épisode, Omar Alami nous explique comment lancer une start-up au Maroc, étape par étape. Je démarre d'une feuille blanche parce que je connais plus le Maroc quand tu es parti 25 ans, tu ne connais pas ton pays. Quand on comprend que les deux plus gros clics, c'est je veux manger, je veux payer, on repivote en faisant du food delivery et un mobile wallet. E-Morocco forever. Pour moi, cette culture-là, d'avoir un plan digital pour le pays, émanant de jeunes de 25-30 ans, c'est ma plus grande fierté et c'est ma plus grande réussite. Et c'est comme ça que ça démarre. Ce chiffre m'étonne toujours. 90% d'entre vous qui écoutez ce podcast régulièrement n'êtes toujours pas abonnés à la chaîne. Donc une seule chose, si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez ces podcasts et que vous voulez nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne. Ça nous aide énormément. On va continuer à faire venir des invités super intéressants et à vous proposer des podcasts de qualité. Omar Alami, bienvenue. Très heureux de te recevoir dans l'Extave Podcast. Salut Simo. Salut. Je suis très content de te recevoir. Tu es le fondateur de Aura Technologies avec 2 applications, Cool, Aura Cash. Aujourd'hui, on va parler de plein de sujets. Comment tu as lancé Aura Technologies, ton ambition, le fait que tu as envie de faire une entreprise très, très, très ambitieuse au Maroc. Tu vas nous en parler parce que ce qui m'a vraiment marqué quand on a discuté, c'est que contrairement à beaucoup d'entrepreneurs qui disent on va lever des fonds, on est ambitieux, on va faire un produit sur plusieurs pays, plusieurs géographies, plusieurs continents, etc. Toi, tu m'as dit dès le début, Anna, je vais faire une entreprise في المغرب. On est 30 millions. On a 10 millions qui peuvent utiliser, ou les 10 millions qui peuvent utiliser mon application. Et donc, on peut faire un truc ultra ambitieux au Maroc. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout ça et tu nous expliques comment tu fais ça. Allez, go. Avec plaisir. Est-ce que pour commencer, je peux te laisser te présenter? Donc, moi, je m'appelle Omar Alami, j'ai 45 ans. Je suis fondateur de Aura Technologies, une société de technologie basée à Casablanca, qui aujourd'hui compte 53 employés. On a pour objectif de développer des applications que les Marocains utilisent tous les jours. Alors, on a Aura Cash, qui est l'application de mobile wallet, et on a Cool, qui est l'application de food delivery. Et puis on a quelques sujets en cours de développement pour pouvoir faire de ce mouvement d'inclusion financière et digitale une réalité au day-to-day des Marocains. Donc, ce sujet de digital inclusion, d'inclusion digitale, etc., c'est vraiment, j'ai l'impression, au centre de Aura Technologies, parce que je l'ai vu partout. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que sur LinkedIn, toi et toute l'équipe, vous avez la mission qui est écrite e-Morocco for everyone. Ouais, là, c'est clair, on a une mission tous ensemble. Sur le site internet, je l'ai vu, etc. Donc, le sujet de l'inclusion digitale est central. J'ai l'impression que c'est l'objectif, la mission. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est quoi l'inclusion digitale? Pourquoi c'est aussi important? Voilà. Alors, effectivement, nous soutenons un projet qui s'appelle e-Morocco for everyone. Ce projet a une thèse assez simple, qui est que tout Marocain, quel que soit son âge, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, quel que soit son lieu de vie, dans les villes, les campagnes ou les montagnes, homme ou femme évidemment, quel que soit son niveau d'alphabétisation, mérite d'avoir accès au e-commerce et au paiement digital. Pour cela, nous avons déployé ces 2 applications. Nous sommes dans un pays de 40 millions d'habitants. Il y a 25 millions de smartphones, encore une douzaine de millions de personnes à bancariser. Et nous estimons à 6 à 8 millions le nombre de Marocains qui vont faire du food delivery sur les 5 prochaines années. Donc évidemment, il faut se positionner sur ce marché qui est un marché profond, d'où le focus sur le Maroc. Nous faisons face à une vingtaine de millions de potentiels utilisateurs. Donc nous sommes concentrés. Et justement, tu vois, quand on parle de taille de marché, du fait qu'il y a cette idée qui revient beaucoup que... ça dépend, mais en tout cas, moi, parfois, je l'entends. Surtout dans les startups, parce que l'objectif des startups, c'est de viser un très, très gros marché. Donc, par définition, s'ils veulent lever des fonds, ils ont des interlocuteurs dont la première question, c'est quoi la taille de ton marché? C'est quoi ton TAM? C'est quoi ton marché adressable? Pourquoi tu penses que tout le monde dit ça? Est-ce que c'est parce que
Vous, vous êtes sur des marchés justement qui sont profonds au Maroc, mais il y en a pas tant que ça. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de marchés différents qui sont justement adressables et qui ont une taille suffisante? Comment tu expliques le fait qu'en général, les start-upers qui veulent faire des choses ambitieuses, ils vont pas se concentrer uniquement sur le Maroc? Alors, il faut aller au départ de l'histoire qui est le financement des startups. Aujourd'hui, la majorité des VC étrangers en Afrique financent des projets B2B. Ils se sont un peu brûlés les ailes sur les projets B2C qui, entre-temps, ont changé de modèle. Et qui Tu veux dire, ont, on change de modèle? en fait, tu prends le food delivery par exemple, c'est historiquement des journées qui brûlent beaucoup de cash, qui sont très cash intensives. Et on a pu voir certains VC et certaines journées de food delivery soit disparaître, soit beaucoup souffrir ou avoir besoin de beaucoup d'argent. Aujourd'hui, et c'est notre cas, typiquement le food delivery, c'est un pilier, une verticale que l'on ambitionne être healthy, plutôt lean en termes de coûts. On Donc, est healthy lean, c'est-à-dire un business model sain, business model essayer d'être plutôt rentable sain, le plus vite possible. essayer d'être rentable ou faire un maximum d'utilisateurs sans perdre d'argent. Ok. Ce qui n'était pas vraiment le cas à l'époque. Parce que historiquement, que ce soit food delivery, que ce soit Uber, que ce soit ça, c'était une guerre sur le prix, une guerre sur les offres. C'est-à-dire, on gagne 10 euros, on gagne 200 dirhams, on gagne 50 dirhams, on gagne un truc. Et donc, on achète des utilisateurs, mais sans essayer d'être rentable rapidement. Bah, ça dépend des marchés, ça dépend de leur niveau d'adoption, ça dépend aussi des acteurs qui sont sur place. Peut se permettre d'avoir des modèles très différenciants et assez disruptifs sur le food delivery et sur plein d'autres projets B2C. Et pour revenir à ta question, je pense que historiquement, les VC étrangers et aussi marocains euh, sont bien plus à l'aise à financer des projets B2B avec des expansions potentiellement régionales que des projets B2C. C'est pour ça que je pense qu'il y a à peu près 90 ou 95% des startups marocaines qui sont des initiatives B2B qui, évidemment, ont pour ambition d'aller à l'étranger de manière régionale, au Moyen-Orient, en Afrique. Ok. Ouais. Donc, structurellement, ça vient du financement, en fait. Absolument. Sachant que même dans des écosystèmes, si j'aime pas trop ce mot d'écosystème parce que je le comprends pas trop, mais même dans des pays qui sont plus développés d'un point de vue startup, etc., en général, il y a plus de fonds qui financent le B2B que le B2C, comme il y a plus de fonds qui financent le B2B et le B2C que le hardware, par exemple. Absolument. Donc voilà, et encore plus dans un pays où on est plus en retard d'un point de vue startup, financement, etc. Absolument. Après, nous, il faut bien qu'il y ait une startup qui s'attelle au B2C et au retail. Nous, on a, dès le tout début, été entouré de partenaires de qualité dont le métier était de faire du retail au Maroc, avec un fil rouge assez simple, les Marocains et le Maroc. Les Marocains et le Maroc, ici, et puis peut-être demain, les Marocains d'ailleurs. On a un marché potentiel d'une vingtaine de millions d'utilisateurs d'applications qui n'attendent que d'avoir une vie facilitée par des applications de food delivery, de e-commerce, de ride-hailing, de Universal Mobile Wallet aussi. Et c'est notre objectif. On a pas mal d'ambition, mais le marché est extrêmement profond, en tout cas au Maroc. Et il y a pas mal de choses à faire. Donc aujourd'hui, juste pour bien comprendre, donc Aura Technologies, il y a deux produits. C'est Aura Cash et Cool. Cool, livraison de repas, etc. Aura Cash, Wallet. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les deux produits, ce que fait chacun et où est-ce que vous en êtes sur les deux? Alors, le projet Aura, c'est avoir au cœur d'un écosystème d'applications un mobile wallet pour le paiement et le transfert, et puis des applications satellites pour créer le use case de ce mobile wallet de paiement. Et le premier use case qu'on a décidé de développer, c'est le food delivery avec Cool. Donc, je commence par Cool. Cool est une application de food delivery aujourd'hui qui est présente dans 6 villes, Tanger, Casaraba, Marrakech, Agadir et Dakhla. On fait la promotion d'une équation économique juste et équitable pour l'ensemble des opérateurs du food delivery. C'est-à-dire? Donc, on a des commissions décentes et faibles pour les restaurateurs. On a 10%. On pense que la livraison gratuite ne valorise pas le métier du livreur. Donc, on demande à nos clients de payer la livraison
Et évidemment, l'impact immédiat, c'est que les livreurs soient mieux payés, entre 50 et 100% de plus par rapport au marché. Et Ça nous, représente combien par course? entre 8 et 15 dirhams Contre la moitié environ. contre 6-7 dirhams, on va dire. Ok. Et nous avons pour objectif aussi d'avoir une croissance saine et organique. Donc, on ne fait pas de pub chez Cool. Notre budget marketing, on le réinvestit chez nos clients. Et on a un modèle qui est basé sur la promotion, qui est assez classique, en tout cas qu'on a connu dans quelques pays émergents, notamment le Brésil, la Turquie, l'Égypte, l'Inde, où finalement on a une croissance organique qui s'alimente par le bouche à oreille et qui propose des produits défiant toute concurrence en termes de prix et qui sont très souvent similaires aux prix qu'on va trouver en restaurant. Ok. Et comment tu fais pour avoir un business model qui est sain en payant plus les livreurs, en ayant des bons prix sur l'application? Comment tu réussis? Est-ce que c'est la négociation avec les restaurants? En fait, c'est assez Comment simple. tu fais? C'est assez simple. Un des enjeux du food delivery, c'est de pas perdre d'argent sur la livraison. Donc, Ok. une fois que le client paye la livraison, on a déjà éliminé cette partie-là. Ensuite, quand on prend 10% seulement de commission au restaurateur, le restaurateur est à l'écoute et il nous fait des super promotions. Ce qui nous permet évidemment d'offrir des super deals à nos clients. Si à ça, on rajoute un peu de promotion de notre côté, ça fait une application de food delivery qui aujourd'hui a un panier moyen de 70 dirhams, Mhm. qui donc s'ouvre à un target market de 6 millions de Marocains sur les 4 CSP ABCD, ce qui est vraiment le cœur de notre projet. Et aujourd'hui, et tous les jours, on a de nouveaux clients. Certains ont l'habitude de faire du food delivery et d'autres font du food delivery pour la première fois, puisqu'il y a cette accessibilité de prix. On a, quand je vois des commandes à 45-50 dirhams, livraison comprise, je suis très très heureux, parce que ce sont des clients qui n'ont jamais fait de food delivery de leur vie. Et c'est là où c'est intéressant votre stratégie. C'est ce que tu m'avais dit, c'est que vous, votre l'objectif, c'est de faire un panier moyen qui est plus faible que la concurrence pour élargir votre marché. Absolument. C'est ça, en fait, la stratégie. Je vais éviter deux choses. Perdre de l'argent sur sur la livraison, qui est assez logique, et puis me battre pour augmenter le panier moyen. Quand on est rentré sur le food delivery il y a 7 mois, panier moyen se situait peut-être entre 100 et 120 dirhams. Donc déjà, ça Qui a cible 100, une 120 très, dirhams au très, très, Maroc très petite partie quoi, pour de manger. la population. Voilà. Voilà. Donc nous, c'est notre inclusion digitale. On l'a fait via une accessibilité du food delivery, en négociant avec des restaurateurs, avec beaucoup d'écoute, beaucoup de compréhension. On a un food cost qui a explosé en 3 ans. Donc un restaurateur qui paye 20-30% de commission pour un agrégateur va pas s'en sortir, en tout cas sur les revenus générés par le e-commerce. On essaie d'être à l'écoute de tout le monde et surtout de donner un sens au food delivery. Le food delivery doit créer des emplois, il doit participer à l'inclusion digitale pour toucher le maximum de Marocains. Il faut qu'il prenne soin des livreurs, parce que c'est un métier dont on a besoin sur les 10 prochaines années. Si nos hypothèses sont bonnes et que 6 millions de Marocains rentrent dans le food delivery dans 5 ans, 10 ans, alors il faut 50 000 livreurs. Aujourd'hui, il y en a seulement 5 000 sur le marché. Donc il y a un enjeu de financement des véhicules, il y a un enjeu de formation, il y a un enjeu de création d'emplois directs et indirects aussi. Donc le food delivery présente beaucoup d'enjeux. L'enjeu fondamental, c'est l'inclusion digitale, c'est la diffusion du food delivery dans tous les ménages marocains, avec une équation économique juste et équitable, et avec l'ambition évidemment de faire grossir le marché, de telle sorte à ce que le taux de pénétration du food delivery soit similaire aux pays émergents qu'on connaît, qui est entre... Donc, cette pénétration, c'est le pourcentage de gens dans le pays qui utilisent le produit ou la technologie. Donc, c'est quoi le chiffre au Maroc aujourd'hui? Taux de pénétration et quelques autres pays, peut-être un, deux pays très en avance, US, France, et des pays qui ressemblent plus au Maroc. Non, mais en tout cas, si on se compare aux pays émergents, Ouais, ok. le Brésil, Turquie, Égypte, Inde, on a un taux de pénétration du food delivery qui est entre 15 et 30%. Selon nos calculs au Maroc, alors il y a plusieurs chiffres qui circulent, mais
il y a une dizaine de pourcents de taux de pénétration du e-commerce au global, incluant aussi le paiement de factures, Ah, le mais paiement incluant le de paiement de factures effectivement, online sur les applications ouais, bancaires, etc. Ok, ouais. Donc, incluant la vignette, etc. Bon, selon nos calculs, on doit être à 2,5-3% de e-commerce, vrai e-commerce. Et dans ces 3%, il y a peut-être 1 ou 1,5% de food delivery. Bon, donc il y a 14 points à 29 points aller chercher. à aller chercher en taux de pénétration. Donc, c'est un enjeu important. Hyper intéressant. On va revenir plus tard sur comment tu as lancé ça, comment vous avez commencé, comment vous êtes allé chercher les clients, vraiment bien comprendre tactiquement comment vous avez joué le truc et comprendre votre stratégie. Avant d'arriver à tout ça et à ton parcours et tout, Oracash, Oracash. qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Oracash, c'est le premier Universal Mobile Wallet marocain qui a été lancé en partenariat avec M2T, qui est l'établissement de paiement du groupe Banque Populaire. Il est universel à 2 titres. Il est destiné au peer-to-peer, au B2C et au B2B d'un côté. Et puis, c'est un moyen de bancariser, de payer et de transférer. Donc, si on revient sur les trucs, il est destiné au peer-to-peer, B2C et B2B. Mhm. Alors, peer-to-peer, c'est différent de B2C. C'est quoi le peer-to-peer? Le peer-to-peer, c'est transfert d'argent entre particuliers Ok. qu'on digitalise de manière instantanée, Donc, c'est illimitée. pas je suis un particulier, je crée un compte bancaire. C'est Alors, dans tous les cas, c'est différent. sur Oracash, vous aurez un compte de paiement en 15 secondes. Ok. Avec nom, prénom, numéro de téléphone. Alors, avec les nouvelles règles de la banque centrale, il faudra rajouter le numéro de la carte. Mais à la fin de la journée, en 15 secondes, vous avez un compte de paiement avec un IBAN, un RIB. Ensuite, vous upgradez en fonction des documents d'identité que vous allez donner de manière tout à fait digitale. Donc voilà, vous avez un RIB. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce wallet? Vous pouvez envoyer et recevoir des virements bancaires, transférer gratuitement, instantanément et de manière illimitée à l'ensemble de vos Contact. copains, contacts téléphoniques d'ailleurs. Faire un cash-out dans plus de 7000 agences chez ABK, chez Tsilet, avec un taux de commission qui est extrêmement faible par rapport à ce qui existe sur le marché. Et enfin, payer avec un commerçant via le QR code. Donc le commerçant génère un QR code, vous le scannez, vous payez, un peu comme WeChat en Chine. Ok. La partie transfert d'argent entre particuliers, c'est ce qu'on appelle le peer-to-peer. La partie paiement commerçant, C'est une c'est ce qu'on partie appelle le B2C. B2C, c'est du PA. Et le B2B, c'est l'objectif, c'est que les commerçants puissent se payer entre eux grâce à Oracash. Ok. Par transfert. Par paiement. Par paiement. Paiement. Entre eux. Absolument. Ok. Et on va revenir à tout ça. Pareil, que ce soit cool, Oracash, comprendre comment tu as lancé Oracash, la stratégie aussi derrière tout ça, parce que tu nous expliqueras, mais l'objectif aussi, c'est d'essayer de faire un grand écosystème, une espèce Absolument. de, soit une super app, soit des apps qui sont connectées, etc. Alors, on fera pas de super app parce qu'on a déjà essayé. On va revenir à ça justement. Je veux que tu nous racontes, parce que je pense que tu as commencé par faire la super app. Et si on revient au tout début, Mhm. euh, dans quel contexte tu as grandi? Quelles études tu as fait? C'était quoi le début un petit peu de ton parcours? Ben moi, je suis né à Casa. J'ai quitté en 97. Après mon bac, j'ai fait la fac à Paris, 5 ans. Puis une année de stage et j'ai eu mon premier job chez HSBC en 2003. Puis j'ai passé 4 ans là-bas et j'ai été débauché par BNP Paribas en 2007, que j'ai quitté en 2019. Donc j'ai été banquier, enfin je suis toujours d'ailleurs, mais j'étais dans l'investissement pendant 17-18 ans. J'ai ensuite décidé de switcher à la tech. Et donc j'ai rejoint une fintech en Suisse qui m'a permis de comprendre ce monde de la tech, qui est un monde parallèle en tant que banquier. Tu t'as dit, je suis toujours banquier, c'est-à-dire que dans ta manière de réfléchir, tu sens que tu es toujours banquier? Alors, bon, ça fait une vingtaine d'années que je fais de l'investissement. J'ai aussi pu conseiller quelques grands investisseurs pour leurs investissements internationaux, dans le private equity, l'immobilier, le VC aussi d'ailleurs, les actifs liquides. Donc, quand on est banquier, qu'on est dans les investissements, il y a toujours cette picouse d'essayer de comprendre les actifs investissables, leur rendement au risque, leur optimisation et leur sens dans le cadre d'une gestion patrimoniale ou institutionnelle. Ces années en banque, là, aujourd'hui, que tu es dans la start-up, tu es entrepreneur, tu fais des choses qui n'ont rien à voir.
C'est quoi le truc que tu as appris, que tu gardes le plus? Alors, il y a des trucs que j'ai appris qui m'ont très peu servi et d'autres qui m'ont servi par la suite. Ok. Euh, je pense que, alors moi j'étais sur les marchés financiers, je pense qu'il y a évidemment une capacité à gérer le stress qui est importante, une capacité Ouais, de travail et de concentration qu'on développe. environnement ultra stressant. Ces environnements ultra stressants, mais qui finalement t'apprennent à réfléchir vite, prendre des décisions et ne pas avoir peur de prendre les mauvaises. Parce que toute mauvaise décision, a priori, peut être rattrapable, Mhm. à condition de s'en rendre compte. Ensuite, moi, je retiens deux choses de ma carrière sur les marchés. J'ai eu deux traumas fondamentaux. Le premier, ce sont les crises financières. Donc, j'ai T'en as eu eu la deux? chance. T'en as eu deux J'en pendant ai eu deux ou trois, ouais. Deux ou trois. 2008, 2014, non? 2014, il y a eu quelque chose? Il y a eu 2008, il y a eu juste avant 2003. Déjà, on était en récession, 2008. Et puis, il y a eu une autre un peu assez rapide. Je crois en 2012 de mémoire. Ok. Euh, mais bon, à la fin, les crises financières, ça tombe, c'est le drame, et ça remonte. Donc, a priori, l'objectif dans une crise financière, c'est de survivre. Comment tu as vécu la première? Franchement, la première, c'était rien par rapport à 2008. 2008, ça a été un vrai trauma. Je pense qu'il y a eu... Comment ça s'est passé? Moi, je suis curieux de savoir. T'es dans la salle de marché, enfin, comment ça arrive? Ouais. Tu le sens arriver ou c'est du jour au lendemain ou comment ça s'est passé? Moi, je me souviens qu'il y avait eu quelques rumeurs que Lehman n'allait pas bien. Bon, ok. Mais on avait ces rumeurs depuis très longtemps, très exposées au marché immobilier US. Ok. Ça fait partie des. On a compris que la titrisation des crédits hypothécaires avait été complètement virale dans tous les portefeuilles de ces pauvres Américains et d'autres épargnants à l'étranger. Donc on s'est retrouvé dans un vent de panique juste la veille où on se disait, mais apparemment, Lehman va vraiment tomber. Il y a des rumeurs insistantes et puis le lendemain, marché qui tombe d'un coup. Certains marchés ferment, les clients qui appellent pour sortir, plus personne en face pour vendre, pour acheter Pour plutôt. acheter. Donc, et on voit des valos qui baissent, qui dégringolent, puis des actifs qui perdent 50% en une journée, et puis en une semaine, 70-80%. Une défiance totale vis-à-vis des institutions financières, parce qu'on ne savait pas qui était touché. C'est un peu comme le Covid, quoi, les manas, c'est que... Tu sais pas, ouais, le début du Covid, tu sais pas qui est malade et tout le monde Qui est malade, tout le qui est monde. pas malade. Donc en fait, dans le flou et dans la désinformation, tous les actifs baissent. Donc ça te fait des traumas assez importants, des clients qui perdent beaucoup d'argent. Et puis surtout, vous dormez pas pendant 4 jours parce que les marchés sont ouverts tout le temps à travers le monde et puis les expositions sont diverses. Donc il faut essayer de gérer, quoi. Mais à la fin de la journée, aussi traumatisante puisse-t-elle être, la crise financière ou le choc financier, il finit par remonter. Souvent, les baisses sont accélérées par un manque d'informations. Quelques jours passent, le marché a plus d'informations, donc il rééquilibre les prix, ça remonte un peu, et puis finalement, dès qu'on a la solution, les prix reprennent à la hausse. Remonte. Donc, je pense que quelque part, c'est traumatisant. Ça vous apprend que rien n'est acquis, mais à la fin, on s'en sort toujours. Et puis les banques s'en sortent par celles qui disparaissent pour de mauvaises gestions. Mais ce qui m'a le plus traumatisé, et je fais le lien avec Oracash, ce sont les chocs réglementaires. La réglementation, ça a un coût substantiel, croissant, à l'infini. On a, à chaque choc réglementaire, en Europe, on a pu diviser notre marge par deux de manière tendancielle. Donc, en arrivant au Maroc, en voulant créer une fintech, bon, je me suis dit, OK, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je demande un agrément? Est-ce que j'essaie de partenaire avec un groupe de qualité? Avantages, inconvénients. Et c'est parce que j'ai une conviction profonde que le coût réglementaire ne cessera d'augmenter
sur les 20-30 prochaines années au Maroc. C'est un marché qui s'organise, qui se développe, qui grossit. Et que j'ai estimé que ce coût réglementaire ne devait pas être assumé par une start-up. Parce qu'évidemment, nous, on a un défi de survie, on lève des fonds. Et on a besoin de lever des fonds pour de bonnes raisons, pour créer du business. Et j'ai estimé que m'allier à un groupe de référence qui est M2T M2T filiale de la Banque Populaire, c'était pour moi un gage de pérennité de mon business, où je savais qu'à côté de cette grande institution, j'allais pouvoir faire face à tous les chocs réglementaires. Donc finalement, la synthèse, ce qui nous a fait le plus perdre d'argent en Europe dans le domaine bancaire, c'est la réglementation qui était nécessaire. Et je suis resté très inspiré par cette expérience dans mes décisions au niveau de Oracash, où j'ai dit, non, je préfère avoir un grand groupe à côté de moi et puis m'assurer Aujourd'hui, que le coût réglementaire va augmenter, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de réglementation normale, parce que c'est normal, ça se structure, et donc il vaut absolument, mieux avoir un partenaire qui soit réglementé et qui... nous devons avoir un bon partenaire bancaire pour faire face à la réglementation au Maroc parce que le marché a de grandes ambitions, va devoir être de plus en plus régulé, ce qui est logique. Au Maroc, on a des vraies banques, quoi. Un vrai Vrai écosystème système, ouais. économique, sont des banques qui sont là depuis très longtemps, qui financent l'économie, qui prennent des risques, qui sont extrêmement bien gérées, parce que les ratios prudentiels des banques marocaines sont de qualité par rapport à les cousins régionaux, on va dire ça comme ça. Et il y a une expansion assez notable en Afrique. Voilà, donc quand tu es une fintech, en fait, tu dois venir, tu es là pour compléter un bout Mm. de cette expansion ou de cette ambition. Il n'y a aucune fintech qui est là pour faire la révolution. Il y a que les fintech. En tout cas, je parle du marché marocain. Mm. Le défi des fintechs, c'est de trouver la valeur complémentaire qu'elles vont créer en plus de celle que créent les banques. Et idéalement, euh, négocier ou partenariat avec des banques pour qu'elles s'occupent d'un bout de cette croissance digitale qui arrive. Et c'est ce que nous avons fait avec M2T et la BCP. Tu vois, je veux bien que tu me racontes comment tu as fait pour avoir ce partenariat. C'est pas, je pense que c'est pas évident, ça doit être une histoire aussi. Juste avant ça, tu dirais que le passage en banque, les crises, etc., ça a permis de construire une résilience ensuite quand tu as monté ton entreprise. Euh, et tu as parlé de prise de décision. Je pense que c'est quelque chose de super important pour les entrepreneurs parce que plus tu prends de décisions rapidement, plus tu as du feedback rapide et plus tu avances rapidement. Comment tu fais la distinction entre les choses sur lesquelles tu peux décider rapidement et finalement il ne faut pas trop se poser de questions et next, vaut mieux décider et commencer à exécuter et voir, et les décisions où tu prends plus de temps, où tu réfléchis? C'est une très bonne question parce que je pense que parmi la force de notre culture d'entreprise chez Aura Technologies, c'est que on est complètement décomplexé par rapport à l'erreur et par rapport à l'échec. Je crois que si on enlève la peur de prendre une mauvaise décision à nos employés, euh, ça les empower, ça leur permet d'être responsabilisés et ça leur permet de créer de la valeur beaucoup plus vite. Peut-être qu'elle sera moins juste que si jamais la décision était prise très lentement. Mais en tout cas, dans le processus de délégation et de responsabilisation chez Aura, il y a des décisions stratégiques où l'on prend le temps, euh, notamment pour définir où est-ce qu'on veut aller, la vision, l'objectif, les moyens. Ça prend du temps pour essayer de caler et que ça soit une quadrature du cercle vertueuse. Ensuite, pour tout ce qui est déploiement de cette décision, de cette vision, de cet objectif, pour y arriver, la délégation et la responsabilisation est inéluctable. Euh, Ensuite, on va déléguer à qui? À des collaborateurs qui eux-mêmes ont un bout d'implémentation de cette décision.
Et il m'a semblé important de les décomplexer par rapport à leur capacité à prendre une mauvaise décision. L'objectif, c'est de prendre une décision. Peut-être qu'elle est bonne, peut-être qu'elle est mauvaise. En revanche, si elle est mauvaise, on aura appris quelque chose et on ne refera plus cette erreur. Donc, il faut absolument libérer les énergies en responsabilisant et en déléguant aux collaborateurs pour qu'ils puissent prendre des décisions et puis apprendre de leurs décisions. Comment tu fais pour créer cette culture sur le fait de pouvoir faire des erreurs et que ce soit OK de faire des erreurs? Comment tu l'as... Ben, il faut donner l'exemple. Voilà, je pense Donc que... parler toi-même de tes erreurs, Ben, en fait, justement prendre des risques et en parler, et parler du fait que parfois tu te trompes, alors, dire j'ai merdé. je vais te donner un exemple assez concret. Quand on arrive au Maroc, quand je monte au RA, je me dis il y a 25 millions de mobiles, majoritairement d'entrée de gamme. Les performances de ces mobiles sont très faibles. Donc, il faut une super app. Il faut une app où on fait tout. Donc une super app, c'est, pour expliquer, c'est une seule application. Enfin, une seule application avec food delivery, groceries, chat, peer-to-peer, paiement, on-demand delivery. Cool shit. Donc, vraiment, et on se dit, c'est ça qui va marcher, c'est ça qui viendra viral, évidemment. Donc, on lance la super app, on fait quasi un demi-million de téléchargements. Non. Et puis, on a très peu de transactions. Et donc, là, on commence à se poser des questions. On se dit, merde, il y a un truc qui va pas là. Et évidemment, quand tu es dans ces situations, tu dois prendre une décision. Et tu dois surtout comprendre ce qui se passe. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'en gros, les utilisateurs ont été un peu perdus. Il y avait un défi d'adoption de la super app qu'on a mispricé depuis le départ. L'utilisateur cliff. Ça, c'était imprédictible. En revanche, on a eu de la data. Et en gros, on a compris que les utilisateurs s'étaient un peu perdus, mais ils ont cliqué sur 2 boutons. Je veux manger, je veux payer. Ça, tu as pu le traquer, tu as pu le suivre. C'est nos applis, donc on voit ce que font les utilisateurs dans cette appli pour pouvoir améliorer la user experience et surtout s'assurer qu'on a développé la bonne appli. Donc quand on comprend que les 2 plus gros clics, c'est je veux manger, je veux payer, on repivote en faisant du food delivery et un mobile wallet. Donc en somme, développer et lancer une super app, c'était une erreur. Par contre, on a appris et on a repivoté sur 2 applications qui aujourd'hui ont une traction et une adoption qui sont bien meilleures que la première super app que nous avons lancée. Donc évidemment, après, il faut être hyper transparent avec tes collaborateurs. Tu dis, Ça veut écoutez dire, les ouais, gars, ben voilà, on s'est planté. communiquer tout au long déjà. Communiquer tout au long et surtout dire, ouais, les gars, on s'est planté. Par contre, on a de la data. Donc on a appris. Une fois que tu apprends, tu repivotes. Évidemment, il ne faut pas faire 2 fois la même erreur. C'est ce que je leur dis. Mais à la fin de la journée, je vois cette énergie chez ces jeunes collaborateurs qui ont un plan digital pour le pays. Et tu sais, on est 53 employés. On a 51 diplômés marocains. Et c'est ma plus grande fierté. Une génération qui est connectée au monde et aux autres, qui passe sa journée sur son mobile, en gros. Et ces gens-là ont un plan digital pour le pays. Ils rêvent d'un écosystème digital de day-to-day, d'applications, ils veulent se faciliter la vie eux-mêmes en développant des choses pour les autres. Une fois qu'ils ont le plan, il faut avoir quelqu'un qui les rassure en disant « Ok, je vais essayer de trouver de l'argent pour faire votre plan. » Les responsabiliser, bien slicer les responsabilisations, avoir un objectif extrêmement clair, un message extrêmement clair aussi, et puis désinhiber les gens en leur disant « voilà, tu peux te planter, mais tu ne refais pas 2 fois la même erreur. » Et là, ça te fait des gains de productivité assez extraordinaires. Il faut faire confiance aux jeunes. Ils savent faire des miracles. Ils ont juste des fois des poids, de la peur de mal faire, la peur de se tromper, la jeunesse aussi. Il y a aussi une dimension de partage and d'empowerment chez tous mes key people chez Aura parce que je leur demande de partager leur expérience et de faire grandir les gens. Et quand les gens ressentent que c'est une boîte où on peut grandir, alors ils font des merveilles.
Hyper intéressant. Je pense qu'on va revenir sur la partie, tu vois, équipe, etc. Parce que j'ai l'impression que le fait de créer cette équipe-là, de créer une culture qui soit bien et tout, c'est super important pour toi. Euh, pour reprendre le fil, tu travailles en banque. Qu'est-ce qui fait que tu quittes? Parce que tu as un poste important, tu as passé un certain nombre d'années, forcément tu as une situation assez confortable. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu te dis, bon, en fait, j'ai pas envie de continuer, alors que j'ai encore, je peux prendre tel poste, puis tel poste, puis tel poste, pour aller plutôt côté technologie, start-up, d'ailleurs sans connaître forcément ce secteur. Bon, il y a plusieurs sujets. D'abord, le premier, c'est que si tu veux continuer à apprendre, il faut sortir de ta zone de confort. Euh, Moi, j'ai fait 17 ans de salle de marché. Bon, à un moment, quels que soient les postes que tu as fait plus ou moins le tour de tout ce que tu aurais pu apprendre. Combien même il y a de l'innovation dans certains produits d'investissement. À la fin de la journée, les épargnants et les investisseurs sont assez réfractaires aux grosses innovations. Donc, tu tournes toujours autour de la même chose. Donc, si tu as envie d'apprendre, faut sortir de ta zone de confort. Donc, faut pas avoir peur de quitter ton job pour faire autre chose. Ensuite, il y a de manière très honnête aussi, plus tu montes dans ces boîtes, plus tu as des postes à responsabilité, plus tu fais de la politique et moins de business. Alors moi, c'est plutôt le business qui m'intéresse et je suis très mauvais en politique. Donc évidemment, j'ai eu beaucoup de problèmes euh, de politique, à un certain niveau de responsabilité. Il y en a certains qui sont très à l'aise et d'autres moins, je ne l'étais pas. Donc finalement, c'était un mix entre une volonté de continuer à apprendre, sortir de ma zone de confort et évidemment la réalité d'une ascension qui a été assez fulgurante, mais qui s'est arrêtée pour plein de raisons qui n'étaient pas vraiment du business. Ok. Et le mix des deux a fait que j'ai jumpé dans un autre monde et je suis très content parce que sans ça, il n'y a pas aura. Hmm. Et quand tu quittes la banque, tu vas dans une start-up, Oui, je crois. C'est un petit peu ta première expérience en tech, c'est la venant première, de la banque. absolument. Qu'est-ce que ça t'a appris avant de lancer Aura? Alors, j'ai rejoint une fintech en Suisse. Le produit, c'était arrivé deux produits. Le premier, c'était un module d'automatisation de décision de gestion de portefeuille. Donc ça, c'était plutôt mes skills, avec un objectif d'augmenter la productivité des gérants et les aider à prendre des décisions beaucoup plus rapidement avec de la tech. Évidemment, ces produits-là devaient être distribués à mes anciens clients de la banque. Donc c'était plutôt ma zone de confort en termes de business développement. Mais ce qui m'a le plus appris, c'est le fait d'avoir monté une marketplace de produits dérivés, qui était la première en Suisse à l'époque et qui aujourd'hui fait, je crois, 5 ou 6 milliards de francs de volume et qui était le volet tech de tout ce que je faisais avant. Donc j'étais CPO, Product Owner, malgré moi. J'ai designé cette application et puis j'ai appris à travailler avec des software engineers, euh, avec des Scrum Masters. Donc je découvre le monde de la tech avec ses positions, ses gens, ses skills. Et finalement, je découvre un monde qui est très libre, très créateur de valeur et qui va très vite par rapport à la banque. Donc, je pense que c'était une expérience d'intrapreneuriat qui était un bon passage. Donc, j'ai été salarié, puis intrapreneur, et puis aujourd'hui, je suis entrepreneur. Je pense que c'est une bonne évolution, en tout cas qui s'est faite petit à petit, sans trop forcer, mais toujours dans un objectif de comprendre la tech et aussi les enjeux de l'entrepreneuriat, parce que quand vous êtes dans une startup, il y a des réalités. Et ces réalités-là, si vous n'êtes pas dans une startup, vous ne pouvez pas les connaître. Hmm. Et donc, tu es content d'être passé par une start-up avant d'avoir lancé Oui, la tienne. oui. Parce que voilà, je trouvais que c'était une étape d'intrapreneuriat qui était très importante pour moi.
pour me rapprocher de l'entrepreneuriat. On voulait juste vous partager un nouveau projet. On a lancé la Next Wave Letter. Toutes les semaines, on vous envoie 5 insights, stratégies et conseils issus de nos discussions exclusives avec les plus grands CEO et entrepreneurs marocains. Donc, si vous voulez recevoir la Next Wave Letter directement dans votre boîte mail toutes les semaines, inscrivez-vous. Le lien est en description de cet épisode. Donc, tu restes quelques années, 3 ans, oui. 3 ans dans cette startup en Suisse. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, bon, ok, je suis passé par la tech, maintenant, rentre le Maghreb et je vais monter ma propre boîte? Il y a 2 sujets. Le premier, c'est le Covid. Faut pas l'oublier, hein. Nous, on a été plutôt traumatisés en Europe par le Covid. On a été confinés très longtemps, de manière très stricte. Et puis, je me souviens que c'était un énième discours de Macron qui disait que c'était la fin du monde. Qu'on s'est, on s'est tourné l'un vers l'autre avec ma femme. Elle m'a dit, on se casse. Je dis, ouais, on se casse. Ça a été évidemment le déclencheur. Ensuite, plus généralement, donc nous, on a passé 25 ans à l'étranger. On a eu un garçon là-bas qui, au bout de 3 ans, ne parlait pas arabe, n'était empreint d'aucune identité marocaine, en tout cas celle qui nous correspond et celle qui nous ressemble. Donc, on s'est posé des questions sur son identité aussi. On voulait vivre notre marocanité et c'était de plus en plus dur en Europe, pour plein de raisons. Ouais, le contexte fait que Le tu mood peux pas général, on va dire. voilà, il faut effacer sa culture, quoi. Et je crois que, exactement, je pense qu'en Europe, en tout cas, là où on était, il y avait un peu une propension à nous demander de nous assimiler, plutôt que de nous intégrer. Donc, on s'est dit non, nous, on est Marocains. Et on a envie de vivre cette marocanité. Donc, évidemment, le seul pays au monde où tu peux vivre ta marocanité comme tu l'es, comme tu le ressens, comme tu veux, c'est le Maroc. Et donc, on est rentré aussi par conviction. En plus, de manière assez concomitante, il me semble, il y a eu un discours de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, qui avait appelé tous ces Marocains de l'étranger à rentrer créer de la valeur au pays. Et ça fait aussi partie de la décision, parce qu'à la fin, le retour au pays doit se faire pour de bonnes raisons. Et les bonnes raisons, en tout cas pour nous, c'était la marocanité, le fait que le pays avait besoin de gens comme nous pour pouvoir créer de la valeur en s'aidant de ce qu'on avait appris. Et il y avait aussi ce sujet que le Maroc, de l'étranger, et quand tu le vois, c'est un pays qui va très, 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 très vite. Ça construit des autoroutes, des ports, des TGV. Il y a des banques marocaines qui sont partout en Afrique, des On s'en rend assurances. encore plus compte quand on est à l'extérieur, quand on est à l'étranger, que quand on est au Maroc. En tout cas, quand tu es là-bas depuis longtemps, tu as l'impression de rater un truc. Exactement, ouais, exactement. Et Alors que quand tu es sur place, même s'il y a plein de choses incroyables qui se passent, tu normalises parce que tu vois les choses avancer, etc. écoute, À distance, tu as encore plus. franchement, moi, j'ai pas été déçu. J'avais l'impression de rater quelque chose. Et quand je suis rentré, effectivement, j'étais en train de rater quelque chose. Ouais. Je trouve que ce pays va très vite, beaucoup plus vite que nous tous. Donc, tu es rentré, tu avais passé 25 ans à l'étranger. Oui. Je pense que le Maghreb a complètement changé. Complètement. 25 ans, ça va, c'est. Et tu m'as dit quelque chose d'intéressant quand on a discuté avant le podcast. Tu m'as dit, un ami Trelt, je me suis dit, je vais au Maroc comme si j'allais au Brésil ou là, en Turquie, dans un pays que je ne connais pas forcément. Pourquoi? Parce que j'ai passé énormément de temps à l'étranger. Donc, tu avais cette humilité de te dire, je rentre et j'apprends et j'essaie de comprendre, etc. Qu'est-ce qui t'a marqué quand tu es rentré? Bon, déjà, donc tu pars 25 ans. Tu reviens, tu es plutôt francophone. Ouais. Tu montes une start-up. Tu embauches des software engineers, du marketing, des opérations, du client service, des sales. Tu te rends compte que tout le monde ne parle pas français, déjà. Donc au bureau, ça parle déjà et anglais. Donc ça, c'est le premier wake-up call déjà. Qu'en fait, mon coco, tu as intérêt à être à l'écoute des gens pour savoir ce qu'ils sont. Parce que si tu veux les servir tous les jours avec des applications, tu as intérêt à les comprendre.
Donc ça, c'est le premier truc où je me dis, ok, je démarre d'une feuille blanche parce que je connais plus le Maroc quand t'es parti 25 ans. Tu le connais pas ton pays. Il faut être à l'écoute, passer des dizaines d'heures dans des supermarchés, chez des commerçants, chez des restaurateurs, dans des agences de retrait de cash. Enfin, j'essaie de comprendre, quoi. Discuter avec des gens, monter dans des taxis, comprendre. C'est quoi les besoins, c'est quoi les envies, c'est quoi le plan. Ensuite, effectivement, j'évolue dans un domaine tech, donc les collaborateurs, les talents de ce pays sont surprenants. La tech est devenue très accessible, c'est devenu un ascenseur social. Il y a des écoles aujourd'hui comme 1337, YouCode qui sont gratuites. Euh, et ça change tout. Moi, j'ai des gars qui ils sont allés à 1337 2 ans, ils sont diplômés et aujourd'hui ils sont à 10 000 dirhams net. C'est une réalité, hein. Donc je vois ce truc, je dis wow. Et les gars bilingues, hein, anglais, dirigeants, aucun sujet. Je vois des jeunes diplômés qui sont complètement ouverts sur le monde, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Et donc évidemment, ils essaient de créer de la valeur pour leur pays. En marketing digital, c'est incroyable ce qui se passe. C'est dingue. Je suis d'accord. C'est niveau compétition mondiale. Complètement. Franchement, moi on a pris une agence de com pour nous faire la campagne Oracash. Quand mes copains suisses ont vu ça, ils ont dit, mais c'est quoi ce truc? On n'aurait jamais cru que c'était possible. Dans les métiers plus e-commerce, plus opération, on a quand même eu la chance d'avoir quelques marketplaces au Maroc depuis 10 ans qui ont éduqué les gens, mais qui ont aussi formé des gens dans les opérations, dans la FinOps, dans tout ce qui est client service aussi, dans tout ce qui est data science aussi. Mais c'est des métiers qui sont nés et qui sont nés avec des ambitions digitales. Alors en plus, nous avons un plan assez ambitieux qui me semble assez extraordinaire et très bien reçu à l'étranger, qui est le Morocco Digital 2030. Mais il y a une vraie ambition dans ce pays. Ouais, complètement. Donc ça va très 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 vite. Et en plus de tout le reste, c'est-à-dire la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, les hôpitaux, les cliniques qui se construisent, les écoles, il y a une traction assez énorme. Et pour couronner le tout, on a le Maroc est devenu le sweetheart de la région en termes d'investissement VC. Donc, clair. il faut voir, au GITEX, les gars étaient complètement fous sur le Maroc. Complètement. Il y avait tellement d'investisseurs. Tout le monde veut investir au Maroc dans la Quand je tech faisais aujourd'hui. du GITEX, je disais à tout le monde, il y avait beaucoup d'entrepreneurs, mais il y avait encore plus d'investisseurs. Absolument. Ce qui était marquant. Et les arguments sont assez simples. Pays stable, monnaie stable, Talent. talent, fondateur de qualité, écosystème VC qui en 7 ans a fait des choses extraordinaires. Le fonds Mohamed VI qui souhaite pousser encore plus. C'est le bon moment et le bon endroit pour la tech en Afrique. C'est le Maroc. Complètement. Donc, tu rentres. Super intéressant, toutes les choses dont tu te rends compte, etc. Comment ça se passe? Tu rentres en sachant que tu vas lancer une startup et en sachant déjà ce que tu vas faire? Ou est-ce que tu as une phase où tu essayes de découvrir, de voir un petit peu quoi lancer? Comment ça se passe? Et tu as aussi dit quelque chose de très intéressant sur le fait d'aller, de regarder, de parler, de comprendre, et je ne sais pas si c'était après avoir eu l'idée d'Aura ou avant, mais en tout cas, je veux comprendre cette démarche-là où tu es rentré, où tu t'es dit, voilà, vraiment Brit FM. Alors, j'ai passé peut-être 9 à 12 mois à rencontrer du monde. Tout le monde. Que ce soit des entrepreneurs, des investisseurs, des commerçants, des artisans, des restaurateurs. J'ai passé beaucoup de temps dans des supermarchés, comme je t'ai dit, dans des agences de retrait de cash, dans la rue, on va discuter avec un peu tout le monde, quoi, pour essayer de comprendre quels étaient les besoins potentiels. Et puis,
Le vrai sujet qui me surprend quand j'arrive, là où je me dis, il y a un truc à faire sur le retail, c'est les 25 millions de smartphones sur une population de 40. Je me dis, ok, donc en fait, il y a une adoption du smartphone qui est incroyable par rapport à certains pays. Smartphone, hein. Donc il y a un potentiel que les gens utilisent de plus en plus leur smartphone. Ensuite, est-ce que je fais du B2B ou du retail? Bon, ça a été assez rapide, hein. Voulant me concentrer sur le Maroc et les Marocains, le marché le plus profond, c'est le retail. La super app, c'est parce que je me dis que payer et manger, ce sont les thèmes les plus importants au Maroc. Donc, TAM, c'est marché, taille de marché. Taille de marché, potentiel en tout cas. Hmm. Donc ensuite, je découvre avec beaucoup de plaisir ce pays, ses enjeux, ses besoins. Donc, tu discutes avec des gens et tu as cette démarche-là, c'est-à-dire tu te dis, je vais lancer un projet. NFM, c'est quoi les choses importantes? Tu comprends qu'il y a cette profondeur du marché retail. Et là, tu te dis, d'un point de vue très rationnel, OK, c'est quoi les différentes idées que je peux faire dans le retail? C'est-à-dire que c'était comme ça méthodologique. Complètement. OK. Avec le constat que, encore une fois, les téléphones étaient majoritairement d'entrée de gamme. Donc je me suis dit, peut-être que la super app, c'est ce qu'il faut. D'accord. Avec un chat. J'ai toujours eu cette dimension sociale dans mes Social dedans, ouais. Parce que je me dis, aujourd'hui, le Maroc, on parle 8 langues. On parle déjà arabe classique, français, anglais, espagnol et trois shlihat. Donc en fait, comment tu viralises une app retail quand tu parles 8 langues? Il faut du vocal. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, on a fait 5 langues dans Tourakash Que tu peux choisir, pour préciser l'appli. dont Dalija en lettres arabes et latines. D'ailleurs, je t'invite à regarder la Dalija en lettres latines parce que c'est très rigolo. C'est vraiment le concept d'Yalouled ou Metlourt. Mais à la fin de la journée, si on veut qu'une seule application soit utilisée par un maximum de Marocains, il y a le défi de ces 8 langues parlées. Donc, il faut socialiser, il faut du vocal. Il faut socialiser entre les utilisateurs, avec du vocal dans l'application. Donc, avec un chat, quoi. Avec un chat, mais avec la possibilité d'envoyer des vocaux. Évidemment. Parce que tout le monde ne sait pas lire et écrire. On a, je crois, 8 ou 9 millions de... Ouais. Mais avant d'arriver à ça, parce que là, on va rentrer aussi dans les langues, les difficultés de lancer un projet retail au Maroc et tout, mais moi, je veux revenir avant. Tu te dis, OK, il y a des marchés qui sont profonds, payer et manger, mais je veux dire, c'est énorme comme opportunité. Énorme à la fois en termes de taille et énorme en termes de difficulté. Comment tu te dis, OK, je vais faire ça? Tu avais déjà pour projet de faire un truc ultra ambitieux. Comment tu trouves les fonds, des cofondateurs, une équipe? C'est quoi les étapes? Alors, c'est quoi un projet difficile? C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que c'est vrai que en général, dès qu'on rentre dans les sujets, tout est relativement difficile. Donc, Un projet difficile, c'est un projet que tu veux mener, tu n'as pas les talents pour t'accompagner, tu n'as pas l'argent pour le financer, et tu as une barrière à l'entrée. En gros, hein. Quand tu vois le food delivery, par exemple... Et tu as de la compétition, c'est le dernier truc. Parce que oui, on rentre aussi dans quelque chose, il y a de la compétition. Ça fait partie des barrières à l'entrée. Ouais. Mais le fait qu'il y ait beaucoup de compétition dans le food delivery, c'est le cas dans tous les pays du monde. Bien sûr. Bon, après, il y a l'ancien food delivery, il y a le nouveau food delivery. Il y a l'ancien food delivery qui est, je prends des commissions importantes, je fais beaucoup de pubs, j'offre la livraison. C'est le plus courant dans les autres pays. Et c'est celui, évidemment, qui crame le plus de cash. Bon, c'est assez logique. Et puis, je me suis aussi intéressé aux autres types de food delivery. À ceux qui avaient une équation économique un peu plus juste, un peu plus équitable, mais surtout un peu plus sustainable, healthy. Et finalement, une fois que tu as vu que dans d'autres pays, il y avait des modèles économiques qui marchaient, j'essaie de comprendre si c'est reproductible au Maroc. Et une fois que tu comprends que c'est reproductible, et que tu as les talents avec toi, et que tu as la capacité de te financer, et que le marché est profond, bah, ça devient un no-brainer. Donc, oui, les projets retail sont ambitieux, oui, ils demandent beaucoup de cash,
Mais si tu le fais de manière healthy, tu peux le faire à ton rythme. Tu peux le faire en organique. Tu peux avoir une population d'utilisateurs très sticky. Et puis tu peux aussi leur permettre de faire autre chose que les food delivery. D'où l'intérêt de créer cet écosystème d'applications que les Marocains utilisent tous les jours et de créer des bridges entre elles. Donc tu te dis ça, donc d'où le projet de la super app qui fait sens. Je comprends le truc, surtout que ça se fait dans plein d'autres pays. Je crois qu'en Indonésie, ils ont un truc qui s'appelle Gojek, où ils font absolument tout. Ensuite, comment tu construis l'équipe? Comment tu lèves les premiers fonds? Comment tu mets en place ce début de projet? Bah, en fait, alors les talents, il y en a. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a pas mal de boîtes qui sont présentes dans le digital et la tech depuis une dizaine d'années et qui ont formé ces gens, qui ont formé des talents. Et Parce que souvent, c'est les startups qui ont réussi qui forment le plus. startups qui ont réussi ou des boîtes de tech ou de digital. Boîte de tech, ok. Voilà. Il y a des gens très talentueux dans pas mal de boîtes digitales au Maroc qui sont pas nécessairement des startups et qui ont pu avoir envie d'avoir une aventure entrepreneuriale ou de sortir de leur zone de confort pour faire autre chose. Et tout ça, ça se construit, parce que demain, quelqu'un, bon, je te souhaite pas, mais quelqu'un qui part d'Aura, par exemple, Bah, c'est déjà arrivé. ou d'une autre startup, bah, c'est aussi quelqu'un qui a vu cette culture d'entreprise, qui a appris, qui va peut-être monter une boîte, ou rejoindre une boîte, et tout ça, ça se. Il y a un peu de turnover, mais pas tant que ça finalement. Ouais. Je pense que les gens sont assez liés à ce projet. Donc on a un turnover qui est pas si mauvais. Et puis, donc pour revenir à ce qu'on disait, les talents, en fait, aujourd'hui, il y en a plein au Maroc. Puis il faut surtout apprendre à faire confiance à ces jeunes talents. Les cadrer, leur donner un objectif, leur donner les moyens de se déployer, mais il faut leur faire confiance. Il n'y a que comme ça que tu vas vite et que tu crées de belles choses. Et il y a des talents dans le marketing digital, sur la partie opération e-commerce, wallet, fintech. Il y a plein de choses aujourd'hui. Donc, la partie talent, à partir du moment où tu sais ce que tu vas faire, tu trouves les talents, etc. Ouais. Et tu t'associes, vous êtes plusieurs cofondateurs? Écoute, j'ai démarré tout seul et puis j'avais le choix entre... j'ai décidé d'aller pitcher des entrepreneurs au départ. Ok. Pendant très longtemps, Aura s'est financé strictement avec des entrepreneurs, ce qu'on appelle le smart money, qui pouvaient nous permettre d'aller plus vite parce qu'ils avaient des expériences plus ou moins liées ou plus ou moins proches de ce qu'on voulait faire. Donc, tu as levé des fonds avec des business angels, donc des entrepreneurs. J'ai levé des fonds avec des entrepreneurs pendant 2,5 millions de dollars. 2,5 millions de dollars avec des entrepreneurs. Ouais. Donc j'ai fait seed 1 million et pré-seed 1 million et seed. Combien d'entrepreneurs? Je crois 5 ou 6. Donc des gros tickets quand même. Des gros tickets. Des tickets à 5 000 $ par entrepreneur. Des gros tickets, mais slicés dans le temps. Ok. C'est quoi? Alors, c'est intéressant parce que du coup, il y a différents modèles. Il y a donc là, on parle de la première levée de fonds de la startup, donc ce qu'on appelle le seed, l'amorçage, pour lancer le projet. Il y a des gens qui vont directement parler à un fonds. Il y a des gens qui vont plutôt chez des business angels. Donc, tu es des entrepreneurs, ou pas, mais c'est souvent des entrepreneurs qui ont de l'argent à investir et qui veulent investir dans les startups. Donc, ils vont te donner un ticket et qui peuvent aussi t'accompagner, t'aider, etc. parce que c'est des entrepreneurs. Enfin, qui peuvent surtout t'aider et t'accompagner. C'est vraiment du smart money. Moi, je veux faire du retail, de la fintech et du food delivery. C'est un métier. Donc, plutôt prendre des entrepreneurs qui sont pas très éloignés de ces 3 métiers pour qu'ils puissent t'aider à aller plus vite et te conseiller surtout. C'est quoi tes conseils pour lever des fonds? Parce que c'est dans une question plus générale, où tu as été banquier pendant 15 ans. Dans la banque, il y a beaucoup de ventes, beaucoup de sales, c'est une partie importante. Dans la startup dans laquelle tu as été après en Suisse, tu as à la fois travaillé sur le produit et sur la vente. Et plus généralement, je sais que tu es un très bon vendeur. On a discuté, je sais que tu sais vendre ta vision, ton projet, etc., que tu y crois, que ce truc. Donc voilà, j'ai 2 questions. 1, comment tu réussis à les convaincre? 2, est-ce que c'est relié aussi à une capacité à savoir vendre?
Comment tu vois tout ça? Bon, il y a plein de situations très différentes les unes des autres, mais je vais en prendre deux qui sont assez classiques. Pour lever de l'argent, déjà, il faut que le mix de fondateurs soit intéressant, soit complémentaire. Donc, soit sont des fondateurs qui ont un peu d'expérience, et je peux que leur conseiller d'être deux ou trois pour avoir des skills complémentaires et rassurer dans les toutes premières levées de fonds. Sinon, il y a les vieux un peu comme moi qui créent leur start-up un peu tard, mais après avoir eu pas mal d'expérience, donc ça rassure aussi. Ça, c'est le premier sujet. Donc, soit c'est un pool de cofondateurs très complémentaires, beaux bosseurs évidemment, qui peut rassurer l'investisseur, soit c'est une personne qui a roulé sa bosse et qui vient avec une vision et pas mal d'expérience. Ensuite, deuxième sujet, c'est quoi le TAM? C'est quoi le marché que tu vas adresser? Euh, Plus il y a de la profondeur dans ton marché, plus tu es finançable. Plus ce sont des micro-use cases, moins tu es finançable. Et ça, c'est un point hyper important. Je pense qu'aujourd'hui, le marché est à l'écoute, le marché des investisseurs est à l'écoute de toutes les initiatives de fondateurs, mais il ne faut pas, euh, j'allais dire, faut pas pécher par manque d'ambition. Il ne faut pas avoir peur d'avoir beaucoup d'ambition. Ça peut être l'ambition B2B local, régional, retail à l'étranger. Mais au moins, je dirais, un marché où, quand l'investisseur va investir, il peut se projeter dans une potentielle viralité des utilisateurs ou des revenus. Et ça, c'est très important parce que finalement, un bon projet se vend tout seul. Pas besoin d'être une star de la vente pour vendre un projet. Si le projet n'a pas d'intérêt, tu ne pourras pas lever de l'argent, quelle que soit ta capacité ou ta qualité de sales ou de faiseur de rêve. Pour moi, ce sont vraiment les deux points les plus importants. Il y a l'équipe. Qui est-ce? Sont-ils complémentaires ou sont-ils très expérimentés? Premier sujet. Et deuxième, euh, quel est le projet? Est-ce que ça répond à un besoin qui concerne un maximum de gens? Voilà. Évidemment, si tu dis que tu vends des burgers à 25 millions de Marocains, a priori, ça parle à tout le monde. Alors effectivement, il y a de la concurrence, mais tu peux aussi le faire différemment. Et si différemment, tu penses que tu peux toucher encore plus de Marocains, ça peut parler. Par exemple. Ok. Donc, tu vas les voir, tu réussis à les convaincre, tu lèves d'abord $1 million, c'est ça? Alors j'ai d'abord mis de l'argent perso avec... j'ai mis toutes mes économies déjà. Tu as mis toutes tes économies dans la boîte? Ouais. Ensuite, Ça montre aussi l'engagement, quoi. écoute, mine de rien, à la fin, il faut y croire aussi. mine de rien, il faut y croire. Donc, voilà. Donc, non, j'ai mis toutes mes économies, et puis je vais de l'argent. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième investisseur. Et puis, donc j'ai fait ma... Et tu fais investir au fur et à mesure, pas tout le monde en même temps. Oui. Ok. Ouais. Donc, j'ai fait Précis Décide, et puis ensuite, on a fait Serie A, et Pré-Serie A, pardon. Serie A, pas encore. Pré-Serie A, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, avec 2 fonds VC de référence locaux. Combien vous avez levé en tout? 4 millions 44 millions de dirhams. Alors, on a aussi une spécificité, c'est qu'on lève que de l'argent au Maroc. Enfin, on lève de l'argent que au Maroc. Qu'au Maroc. Oui. Okay. Ouais, donc 44 millions de dirhams, c'est beaucoup. C'est énorme. Euh, Mais c'est aussi ce qu'il faut pour faire un projet aussi gros. Écoute, je pense que des projets similaires à l'étranger auraient coûté beaucoup plus On cher. levait beaucoup plus. Ouais, Voilà. ouais. À ce stade d'avancement, ils ont levé beaucoup plus. Nous, on a plus, enfin, nous, on lève l'argent dont on a besoin. On fait des tours plutôt avec des montants décents, mais sans plus. On lève ce dont on a besoin. Ouais. Et on est très content d'avoir levé autant au Maroc. Et on espère pouvoir continuer à lever au Maroc. Okay. Donc, vous levez, vous constituez une équipe, l'argent est là pour commencer à travailler.
Première chose, vous travaillez sur la super app. Comment vous faites pour avoir 500 millions de personnes dessus? 500 000. 500 000, pardon. Téléchargements. 500 000. C'est les downloads, hein. C'est Je énorme. crois que c'est 400 ou 500 d'ailleurs. Comment on fait? On fait comme tout le monde à l'époque, hein. On fait de la pub sur tous les réseaux sociaux. Et puis, on a Plein de gens qui arrivent. plein de gens qui arrivent, qui téléchargent, Ouais. qui passent un peu de temps. Et c'est là où tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, Ouais. mais il n'y a pas trop de transactions. Ah non, pas trop de travail. Mais là, tu as levé 1 million, 1,5 million. 1 million. 1 million Ouais. de dollars sur un projet. Tu te rends compte qu'il n'y a pas assez de transactions par rapport à ce que tu imaginais et tout. Et comment ça se passe à ce moment-là? Comment tu parles à tes investisseurs? Comment, tu vois, c'est quoi comment tu as vécu le truc? C'est chaud déjà. C'est chaud. C'est chaud parce que Alors, ce qui se passe, chaud. c'est le truc dire. Non, c'est Je chaud. t'ai rendu compte et donc on a fait Non, les bien deux sûr. projets. C'est quand même un moment ultra. C'est chaud, mais tu es en phase entrepreneur. Oui. Donc les gars, les entrepreneurs successful n'ont pas tous réussi du premier coup. Bon. Ensuite, on a de la data. Et ça, c'est pas rien. Ce qui les rassure, en fait, c'est la data. Alors, les amis, il y avait 5 ou 6 verticales dans la super app. Les 2 qui ont le plus d'intérêt, c'est celle-ci. C'est là où on rassure. Évidemment, on vient avec un projet extrêmement simplifié en disant food delivery, mobile wallet. C'est que la super app, il y avait trop de trucs. Je pense qu'ils ont fait confiance à notre intuition et à notre synthèse des besoins du marché et notre interprétation plutôt. Mais là, vous leur du dites quoi? marché. Vous leur dites on va faire les deux. On va faire les deux. Alors, au début, on devait faire un. Et puis, c'est un des investisseurs qui dit non, on fait les deux. Donc, tu arrives et tu dis voilà, tel truc a moins fonctionné, pas fonctionné. On a identifié 2 besoins, lequel on fait. En tout cas, où vous proposez d'en faire un. Et un investisseur qui vous dit on fait les deux. On fait les deux. On fait les deux. Donc, j'explique bien les bridges entre les deux. Je pensais séquencer. Il m'a dit non, tu fais les deux et tu as 4 mois. Pourquoi 4 mois? Parce qu'il y a un opérateur du food delivery qui venait de partir, de quitter. Il a dit il faut que tu ailles vite. C'était qui? Il y a une place à prendre. Jumia Food. Jumia Food est parti. Hein. Okay. Jumia Food, pas Jumia. Ouais. Et donc, du coup, tu as 4 mois pour sortir ton app, tu te débrouilles. Voilà l'argent. Rendez-vous dans 4 mois. Si dans 4 mois, tu as sorti le food delivery, on te remet des sous. Donc, on a passé 4 mois. Donc là, tu exécutes le food delivery, tu n'exécutes pas encore Aura Cash. Je lance Aura Cash parce que Aura Cash avait un process d'échange avec M2T et aussi avec la Banque centrale. À ce moment-là, il faut sortir la deuxième appli. Et donc, tu lances en fait le projet du mobile wallet qui prend du temps parce qu'il y a pas mal de choses réglementaires administratives à gérer. On commence à développer. Ouais. Et en même temps, on doit sortir food delivery en 4 mois. Donc, ça veut dire quoi? Comment on fait sortir food delivery en 4 mois? Embaucher les opérations, les livreurs, la tech. Ah oui, la parce tech, que c'est from scratch là. Ouais. En fait, le food delivery, c'est 3 applications. Hein. C'est une chez l'utilisateur, une chez le restaurateur, une chez le livreur. On s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte, mais en fait, c'est ce qu'on appelle Order Management System et Delivery Management System, qui sont plus le front-end de l'utilisateur. Et donc, on est prêt en 4 mois. Et on ouvre 5 villes en 3 mois. Donc, ça va très, très vite. Pourquoi ça va aussi vite? Parce que on a la chance d'avoir des entrepreneurs actionnaires dont c'était le métier de faire du retail. Donc, leurs équipes nous ont beaucoup conseillé, aidé. Ça, c'est le premier sujet. Parmi les actionnaires, il y en a qui connaissaient c'est très bien le retail. Ok. Et alors, l'autre sujet aussi, c'est que j'ai un de mes cofondateurs, Mourtar Al-Alami, qui est l'ancien patron de Jumia Food. D'accord. Et donc, c'est évidemment son rêve, lui, de réparer les erreurs qu'il aurait pu faire dans le passé. L'ancien, tu disais, généralement, l'ancien responsable de Jumia Food. Responsable de Jumia Food, oui. Okay. Et donc, je me souviens très bien de cet échange. Je sors du comité d'investissement, on me donne 4 mois pour faire food delivery. Et je me dit, je demande un truc.
Je lui dis oui. Il me dit, fais tout ce que tu veux, mais ne perds pas d'argent sur la livraison. Ouais. Tout le reste est gérable. Et quand il me dit ça, euh, je me plonge dans tous les modèles économiques du food delivery du monde. J'analyse peut-être une vingtaine de modèles, une vingtaine de boîtes. Et toujours avec cette petite voix qui me disait, ah, Max, tu perds pas d'argent sur la livraison. Et j'arrive à la conclusion, pour pas perdre d'argent sur la livraison, il faut faire payer le client, quoi, la livraison. Donc c'est le challenge. Et donc c'est de là qu'on démarre tout le modèle économique. Donc si le client paye la livraison, alors il faut que les produits soient pas chers. Et pour qu'ils soient pas chers, il faut que je prenne très peu de commissions Chez le restaurateur. au restaurateur. Et évidemment, tout ça va m'aider à avoir des prix canons qui auront peut-être même pas besoin de pub. Et c'est comme ça que ça démarre. Intéressant. Je suis curieux de savoir comment tu as réussi euh, à t'associer aussi avec tes cofondateurs et à être accompagné par quelqu'un qui a une expérience aussi belle dans un secteur, enfin, dans un domaine proche. J'en ai quelques-uns. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai une certaine population de talents digitaux, tech. Aura fait un peu figure de boîte extrêmement dynamique, agile, un peu fonceuse, qui donne beaucoup d'empowerment à ses employés, beaucoup de responsabilités, où tu peux grandir. Boîte résiliente aujourd'hui, parce que finalement on a pu faire des erreurs, mais on a pu les pivoter assez rapidement. On est un peu plus crédible maintenant, on a quelques gros partenaires à droite à gauche, qui sont des grands noms, YouFood, Ouais. ou même évidemment M2T. Donc on a on est en train de devenir un peu attrayant, voilà, attractif pour ces gens. C'est un projet qui parle à tout le monde, passer du retail, encore une fois, c'est du day to day. Donc il y a plein de choses à faire. Et mais j'allais dire l'argument de départ pour embaucher des talents, c'était quand même de leur dire, je veux monter une histoire 100% marocaine, à l'écoute du marché et de ses besoins, avec une équipe qui a un objectif très clair, avec un projet d'inclusion financière et digitale, et avec l'ambition de s'attaquer à des use cases qui vont faire partie du day-to-day et qui vont être viraux, potentiellement viraux. Donc là, t'as évidemment le talent qui va comprendre son intérêt, son objectif, sa mission chez toi, mais t'as aussi le talent qui va échouer de nefs. Bien sûr, c'est possible. C'est possible de faire du food délivré d'être marocain et d'avoir un modèle économique qui tourne. Je vais faire partie de Ces histoires. cette histoire. Et la dimension patriotique est très importante, très présente chez nous. C'est-à-dire, Ça se voit dans la communication, les logos, le discours, etc. Là, il y a vraiment un truc très, très marquant. L'autre sujet, quand vous vous lancez, on a parlé de la super app, etc., c'est quand même que vous attaquez un domaine ultra réglementé. C'est genre les wallets, la fintech. Il faut trouver un partenaire, comme tu le disais, ça tu le comprends vite. Tu te dis, bon, moi, j'ai pas envie de gérer aussi cette partie réglementaire, j'ai besoin d'être adossé à un leader du secteur qui va m'accompagner, etc. Mais une fois que c'est dit, OK, mais comment on s'y prend? Je sais pas, moi, demain, je suis un entrepreneur, je veux me lancer en fintech, j'ai besoin de travailler avec un partenaire, un grand groupe. C'est quoi un petit peu les conseils? C'est quoi les difficultés que tu as eues? Comment tu as réussi à les convaincre? Alors, je vais te surprendre. Ça a duré 45 minutes. Ah ouais, 45 minutes. Pitch, donne. Pourquoi?
Parce que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Quand tu vas pitcher un grand groupe comme ça, bon, toi, t'es personne à la base, hein. Donc, a priori, tu dois venir en essayant d'expliquer aux gens ce que tu vas leur apporter. Mhm. Euh, et donc, je fais un pitch qui dure 30 minutes, question-réponse 15 minutes, ensuite réponse. Je ne les connaissais pas. J'ai évidemment entendu parler des personnes de qualité chez M2T, mais c'était la première fois. Et je leur ai dit, écoutez, j'ai un projet 100% mobile, déjà. Moi, les agences, c'est pas mon truc. Le cash, tout ça, je ne me bats pas contre ça. Je ne veux pas créer un EDP qui va faire du transfert d'argent cash to cash. C'est votre truc, c'est super. Je rêve de créer une communauté d'utilisateurs 100% mobile qui va transférer de l'argent gratuitement, instantanément, de manière illimitée. Et je vais leur mettre un écosystème d'applications dans lequel ils vont pouvoir payer avec le wallet. Et je veux rester 100% mobile. Évidemment, il faut faire un peu de cash out quand le client en a besoin. Mhm. Mais mon projet, c'est du mobile à 100%. Et je sais à peu près créer de la viralité. Voilà, j'ai eu 500 000 téléchargements là, je me suis planté. Bon, mais je sais faire. Et en fait, je crois que j'ai pointé sur un truc qui leur parlait. Tout simplement. C'est-à-dire, je vois un gars qui débarque et qui dit, je veux faire du mobile wallet. Et je suis capable d'aller chercher beaucoup Et je d'utilisateurs. vais aller chercher plusieurs... Donc, je vous apporte cette brique-là. Exactement. En fait, Vous je disiez- vais donner un use case différent que le cash out Mhm. au mobile wallet. Aujourd'hui, l'ensemble des mobile wallets, C'est pour transférer et aller sortir l'argent quelque part. c'est pour faire du cash out, quoi. C'est faire du cash out. Voilà. Ouais. En fait, le mobile wallet est souvent le réceptacle des aides sociales, par exemple. Et toi, tu rajoutes. Et en fait, tu vas pour retirer Exactement. ton aide. Toi, tu Moi, ce que rajoutes je le fait vends, d'envoyer entre amis et peut-être aussi, bien sûr, de faire du cash out, mais aussi de créer le reste. moi, je vends le use case de paiement. Et le use mobile. case du paiement, ouais, c'est vrai. Et les paiements mobiles, aujourd'hui, tout le monde veut en faire. Il faut essayer de trouver une solution pour en faire. Il y a un défi d'adoption. C'est là où vient Cool. C'est là où vient Cool. Et Cool, je vois un intérêt à faire du paiement mobile utilisateur. Il y a beaucoup de cash en delivery, il y a moyen de transformer. Les restaurateurs aussi peuvent accepter Cool en paiement. Donc, en fait, je me dis, voilà un écosystème de flux financiers souvent cash, Mhm. aux 3/4 cash en delivery. Et voilà un use case pour le paiement digital. C'est ça qui les... Mais quand même, tu vois, moi, c'est-à-dire, je veux bien qu'ils se disent, ouais, en 45 minutes. Mais c'est quand même, C'est des commitments, évidemment, parce qu'après, ça fait un peu de temps c'est quand pour même une signer. très grosse décision pour eux aussi, non? Alors, il faut savoir qu'M2T se positionne aujourd'hui comme un bank as a service pour les startups. Et donc, ils ont une plateforme et tout projet qui leur semble complémentaire avec ce qu'ils savent déjà faire, ils l'étudient. Et puis, je ne suis pas la seule startup qui travaille avec M2T. Ils sont très... Mais cette décision rapide, c'est génial. Le fait de c'est dire, là où je te dis le Maroc va très vite. Qu'en fait, à la fin de la journée, tu débarques, tu comprends, tu tentes, tu te plantes, tu te relèves, tu vas reconvaincre, tu relèves de l'argent, tu décides d'un projet, puis un deuxième, et puis à la fin, ça suit aussi en face. Ouais. Et c'est des grands groupes. Mm. Donc, je trouve qu'il y a une énergie incroyable. Et alors, évidemment, quand tu vois les soutiens de toutes les institutions régulateurs dans tout mon parcours, Mhm. pas que pour moi d'ailleurs, pour l'écosystème tech et les startups en général, c'est juste incroyable. Tout le monde est supportif de cet élan de digitalisation du pays et cet élan tech, régulateur compris. Alors évidemment, il met des règles, etc. Il faut dire, voilà, mais au moins tu es dans les règles, dans le cadre. Ensuite, à toi d'évoluer. C'est clair. Et tout le monde est hyper supportif. Donc ça fait partie du déclic aussi. Ouais. On a parlé du business model de Cool, Oui. mais Arsène joue le wallet. Ouais. Comment ça fonctionne? Il y a la partie cash out.
où comme tous les organismes, il va y avoir un fee Oui. de transaction, de Mhm. cash out. Je vais aller sortir de l'argent, je vais payer un truc. Mhm. Mais ça va plus largement que ça. C'est quoi le business model d'un mobile wallet? Ouais, ça c'est Comment simple, ça hein, en fonctionne? fait. Pour 2 dirhams par mois, tu peux transférer de l'argent de manière instantanée et illimitée à tes proches. Tu as un IBAN, tu peux envoyer recevoir des virements bancaires, tu peux payer tes factures. Enfin, tu as accès à. Tu utilises le chat, tu peux envoyer des. Ça, c'est 2 dirhams par mois et tu payes rien quand tu transfères de l'argent, etc. Et donc, transfert d'argent entre particuliers gratuit, illimité. Donc, on peut s'envoyer des dirhams 100 fois par jour, toi et moi, instantané. Et puis ensuite, quand il y a un paiement commerçant, le commerçant paye un petit truc. Quand quand il accepte un paiement en cash, et le cash out est, j'allais dire, à des niveaux de commission qui sont très faibles. Voilà. Bon, mais l'objectif pour nous, évidemment, c'est de faire un maximum de transferts entre particuliers et de payer un commerçant. Le business model est plus autour du commerce, en fait. Oui. Donc, à partir du moment où tu as plein de gens qui utilisent Aura et que tu as de plus en plus de commerçants qui l'utilisent, finalement, c'est la partie business model qui devient la En plus fait, c'est là où tu vas gagner un peu de rond parce que. Là, tu vas gagner un peu d'argent et en ayant un bon. Enfin, faut qu'ils s'y retrouvent et que tu sois quand même. Absolument. Que ce soit intéressant pour eux par rapport à d'autres acteurs. Mais en tout cas, à partir de là, c'est plutôt là où le business model est intéressant. Absolument. Ok. Maintenant que vous avez développé ces deux applications, est-ce qu'il y a toujours l'idée de se dire on va revenir à la super app euh, en tout remettant au même endroit ou pas forcément? Là, le but, c'est plus d'avoir plusieurs applications qui sont connectées entre elles. Franchement, je crois que la super app, on est vacciné. On est On n'est pas prêt de la vacciné refaire. on est vacciné nous. On voit aussi les élans de super app autour de nous, que ce soit au Maroc ou en région. Et il y a des modèles de super app qui ont marché parce qu'ils ont démarré avec un pilier très très fort. Ils Ouais. se sont concentrés sur un et ensuite ils ont vendu autre chose à leurs utilisateurs. Écoute, nous, je crois qu'on est bien avec 2 applications. On va essayer de créer les bridges les plus importants et les plus nombreux entre le food delivery et le wallet. Et on a pas mal d'idées assez rigolotes. Et De lien entre les deux? ouais. Et ensuite, on Tu as a. une idée dont tu peux parler Ben, comment tu peux connecter? écoute, on va déjà, on est en train d'intégrer le paiement de, avec Oracash dans Cool. Ok. Et ça sera un paiement qui sera attaché à une réduction supplémentaire. Nice. Donc, je pense que on devrait créer un peu de traction. D'autant que nous avons un panier moyen qui est plutôt faible. Donc évidemment, donner 3-4 dirhams de réduction sur 60, c'est pas comme donner sur 120. Toujours dans une optique de créer de l'attraction sur toutes les CSP. Donc ça va, j'espère, sortir dans quelques semaines. On est en train de last mile. Et ça va nous permettre de concrètement donner une incentive à l'utilisateur d'Oracash. De Au rester dans D2E. l'écosystème. Ouais. Absolument. Ok. Si tu devais créer la 3e ou la 4e application dans l'écosystème, ce serait quoi? Alors déjà, je la créerai pas seul, je pense, parce qu'on a déjà beaucoup de boulot. On est en train de regarder le ride hailing de manière tout à fait opportuniste. Ride hailing, donc le transport en voiture. Transport en voiture. Alors il y a un bon timing. Je pense que ça va être régulé assez rapidement. En tout cas, j'ai compris que il y a eu une annonce comme quoi il y avait une réglementation qui arriverait sur cette partie-là. Pour moi, ride hailing, c'est pas VTC, c'est VTC taxi, hein, c'est les deux. On est en train de regarder avec un groupe de think tank, un groupe de professionnels le sujet. Je sais pas, je réfléchis. Il y a un sujet, il faut qu'on ait quelque chose de sécurisé, de marocain, avec une bonne supply, avec une bonne user experience et qui parle à tout le monde. Ouais.
et qui n'oublie tout le monde. Enfin, qui n'oublie personne, pardon. Donc, on est en train de regarder ce sujet. Mais pour être sincère, avant de faire une nouvelle application, on a quand même pas mal de services à rajouter sur Oracash. J'espère des petites surprises intéressantes qui vont accélérer l'adoption et l'utilisation journalière. Et c'est notre priorité aujourd'hui. Si on revient sur la culture d'entreprise, tu as parlé du fait que tu voulais créer une culture d'entreprise dans laquelle on pouvait se tromper, on pouvait faire des erreurs, que ça permettait d'avancer vite, de se tromper, donc de pouvoir prendre des risques et donc que tout le monde avance vite et du coup que la boîte avance vite. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as fait, que tu as mis en place et qui ont permis de créer cette culture? Ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de mobiliser et d'onboarder tous les employés, tous les collaborateurs autour d'un même objectif. Un objectif. eMorocco for everyone. Ça veut dire que l'objectif dépasse quelque part la société, la compagnie, enfin, Aura. C'est vraiment le moyen que chacun des collaborateurs puisse se projeter dans eMorocco for everyone. Et tous les jours, j'ai des collaborateurs qui m'envoient des emails en me disant eMorocco for everyone, ça peut vouloir dire ça aussi. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? eMorocco for everyone, c'est peut-être ça aussi. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Et donc, aujourd'hui, je dois avoir une centaine d'idées dans le sac qui font écho à eMorocco for everyone, qui émanent des employés, des collaborateurs, et dont chacun d'entre eux a un plan. Ils ne viennent pas avec une idée, ils viennent avec une idée, voilà à quoi ça va servir, pourquoi on va le faire, et potentiellement, voilà quel reach on pourrait avoir. Ouais. Pour moi, cette culture-là, d'avoir un plan digital pour le pays, émanant de jeunes de 25-30 ans, c'est ma plus grande fierté. Et c'est ma plus grande réussite. Parce que, encore une fois, quand tu te mets à ma place d'un gars qui a un peu roulé sa bosse, qui évidemment qui a 10 ou 15 ans de plus que mes collaborateurs, j'espère leur avoir insufflé l'envie de créer, d'innover, et en les rassurant que je pourrais porter avec eux leur rêve digital pour le pays. C'est comme un espèce de grand frère qui peut donner un sens à tes rêves et à tes réalisations. Et c'est en ça que mon aventure est une aventure humaine absolument incroyable. Parce que n'oublie pas que je suis là depuis moins de 2 ans. Tout ce que je te raconte là, j'ai découvert En 2 ans. En 2 ans. Et c'est une aventure humaine assez incroyable et une grande fierté de pouvoir accompagner mes collaborateurs dans ce qu'ils pensent eux-mêmes être eMorocco for everyone. C'est hyper intéressant tu vois, que tout le monde ait la même mission, parce que ça permet d'avoir un sens au-delà du business, d'avoir un sens commun, que chacun sache dans quelle direction il va et donc de regarder ce qu'il se passe dans l'entreprise, de regarder ton rôle par le prisme de la mission, ce qui change tout parce que tu vas essayer de réfléchir à des meilleures manières de le faire, etc. Tu vas jamais oublier l'objectif. L'objectif, c'est pas de faire plaisir à Omar ou à quelqu'un dans l'équipe, c'est d'aller dans cette direction. C'est intéressant. Je sais que tu mentors aussi des entrepreneurs. C'est quoi les conseils que tu leur donnes? Et c'est quoi les conseils que tu donnerais à un entrepreneur qui nous écoute? Souvent, j'ai affaire à des entrepreneurs qui ont de bonnes idées et qui ont besoin de pistes de monétisation de leur idée. Là, évidemment, j'essaie de partager mon expérience, un peu où est-ce que, quelle que soit l'idée, elle se monétise d'une manière ou d'une autre, ou elle a des potentielles pistes de monétisation que peut-être un entrepreneur un peu jeune n'a pas en tête. J'essaie aussi de conseiller dans tout ce qui est stratégie de levée de fonds, parce que
c'est quand même le nerf de la guerre pour tous ces jeunes entrepreneurs, surtout quand c'est du early stage, qu'ils ont une idée, peut-être une presse, de temps en temps un produit. J'essaie aussi d'élargir les TAM, élargir le marché, la taille de marché qu'ils ont en tête, parce que je reste convaincu que les boîtes les plus finançables sont celles qui ont le plus gros potentiel d'utilisation ou de revenus, en fonction que ce soit du B2C ou du B2B. Voilà un petit peu les 3 sujets sur lesquels on me consulte. Et je fais ça de manière tout à fait convaincue, avec un esprit de partage, parce que je l'apprends aussi beaucoup de ces jeunes entrepreneurs, hein, faut pas l'oublier. Ouais, je vais te poser quelques questions de fin, mais avant ça, on s'est dit avant le podcast qu'on voulait faire un truc un peu spécial aujourd'hui. Ouais. Donc, on a toutes les semaines des entrepreneurs comme toi incroyables qui nous reçoivent, qui nous font l'honneur de venir, de parler, de raconter leur parcours, etc. On a aussi beaucoup de gens qui nous écoutent, jeunes, moins jeunes, qui s'intéressent, qui recherchent des opportunités, etc. Absolument. Et on discutait avant le podcast, tu m'as dit pourquoi pas aujourd'hui dans ce podcast parler peut-être d'une offre d'emploi que j'ai, d'un besoin que j'ai dans l'équipe, de quelqu'un qui pourrait me rejoindre, et que les gens peut-être pourraient dire qu'ils sont intéressés, envoyer un CV ou des informations. Donc, est-ce qu'il y a un besoin actuel chez Aura? Est-ce que tu as besoin de quelqu'un peut-être qui nous écoute et qui pourrait te Absolument. rejoindre? Alors déjà, j'encourage tous les entrepreneurs qui passent chez toi à, à faire à partager une offre d'emploi en live sur ton podcast. Je trouve que ça te permettra d'élargir un peu ton audience, et puis d'avoir de l'impact et de créer de l'emploi euh, en dehors des emplois que tu crées déjà dans le cadre de ton podcast. Alors, nous, chez Aura, en ce moment, on a besoin d'un UX UI designer. Ok. Voilà. On est en train de faire une refonte totale de l'application Cool. Il y a plein de choses à faire. On a des dimensions des AI qui arrivent. On a une envie de la rendre, de casser tous les codes de la UX d'une food delivery assez classique, sans sortir du cadre de l'intérêt d'utilisation d'une food delivery. Et donc, on cherche un UX UI plutôt confirmé, au moins 4-5 ans d'expérience, qui a déjà fait du mobile. Et là, j'invite tout le monde à postuler. Alors, tu donneras On va faire, on va mettre un petit lien Ouais. dans la description de la vidéo ou du Spotify, enfin que vous regardiez en vidéo ou en audio, Ouais, et les gens pourront remplir un petit formulaire. voilà, Comme ça, on pourra te partager tout ça. absolument. Et puis, je serais très content de voir de plus en plus de jeunes t'écouter, parce que je pense que euh, l'audience que tu as aujourd'hui recèle potentiellement les entrepreneurs de demain. Donc, c'est bien aussi d'élargir. Parfait, parfait, super. J'ai 2-3 questions de fin. Allez. Avant de finir, est-ce qu'il y a un livre, un film, une musique, un moment, une ville qui t'a marqué, qui a fait un grand changement dans ta vie? Une rencontre, je sais pas. Allez, je vais raconter une anecdote. Allez. Avant de rentrer au Maroc, enfin, j'ai toujours fait des allers-retours entre l'Europe et le Maroc pendant très longtemps. Et puis, j'ai mon fils qui, de temps en temps, venait me voir et me dit: «Alors papa, ton travail, ça va bien?» etc. Je dis: «Oui, écoute, je suis dans la tech, Suisse, Maroc, tout ça». Donc, je raconte un peu. À l'époque, il a 4 ans, évidemment. Il comprend pas tout, mais voilà, ça l'intéresse de savoir ce que fait son père. Et puis évidemment, mon fils a grandi à Paris, donc avec une notion de e-commerce extrêmement quick commerce en fait. C'est-à-dire tu commandes, une demi-heure après tu Ça, reçois, et même dans le e-commerce assez classique, tu achètes un grille-pain, tu le reçois 2 heures après. Et puis, étant rentré au Maroc avec ma femme, il fait l'expérience du e-commerce au Maroc. Et donc il me dit: «Papa, quand même, l'Amazon du Maroc, il est un peu lent». Il me dit: «Est-ce que tu voudrais pas nous faire un Amazon du Maroc très rapide?» C'est une histoire vraie, hein.
Je lui dis, chérie, Amazon du Maroc, je sais pas si papa pourra faire, mais je vais essayer de m'en rapprocher. Et c'est probablement le premier déclic que j'ai eu euh, par rapport au projet retail. Où je me dis, si même mon fils de 5 ans ou de 4 ans pense e-commerce et pense durer temps de livraison, Incroyable. ça veut dire que, a priori, dans un pays aussi riche en jeunesse que le Maroc, il y a beaucoup de potentiel. Un défi d'adoption, certes, mais énormément de potentiel et un marché très profond pour le commerce en ligne en général. Et c'est là où je me souviens très bien en revenant d'un aller-retour, j'avais cette phrase qui me tournait de Amazon du Maroc plus rapide, quoi, en gros. Alors, notre projet, c'est pas du tout Amazon du Maroc, mais c'est quelque chose qui m'a, de manière qui m'a touché, qui m'a fait réfléchir. C'est super intéressant. Belle histoire. Franchement, belle anecdote. Est-ce que tu utilises l'IA au quotidien et comment? Très peu. À titre personnel, j'utilise l'IA très peu parce que j'aime encore lire des livres, des journaux, la presse, quoi. Enfin, j'aime encore lire ce que pensent les gens, les journalistes, avoir des avis qui sont autre chose qu'une synthèse moyenne de ce qu'il y a dans tous les réseaux. En revanche, dans le cadre de nos 2 projets, que ce soit le food delivery ou le mobile wallet, l'IA sera incontournable. Et l'IA nous permettra probablement de contourner le défi de la langue et de la viralité qui est un peu dur compte tenu du nombre de langues qui sont parlées au Maroc. Donc oui, on est en train de préparer quelque chose avec de l'IA qui devrait être assez puissante pour démocratiser de manière définitive, en tout cas que la langue ne soit pas une barrière à l'entrée du e-commerce et du food delivery. D'accord, notamment sur le sujet langue. Ok. Intéressant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 5-10 prochaines années avec Aura? Si tu reviens dans 5 ans et que tu me dis, ok, je suis content de ce qu'on a accompli, ce serait quoi? Écoute, dans 5 ans, je rêverais d'avoir accueilli quelques millions d'utilisateurs sur notre application Cool, quelques millions d'utilisateurs qui auraient accédé au food delivery grâce à notre modèle économique inclusif, avec des paniers moyens extrêmement accessibles. Tu peux aussi me souhaiter d'avoir quelques centaines de milliers, voire quelques millions d'utilisateurs sur Aura Cash, car je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie nouvelle génération qui a besoin de s'éloigner de l'utilisation du cash, d'utilisation massive, et qui a besoin d'être libre, comme le sont les jeunesses d'ailleurs, libres par rapport à une consommation trop abusive du cash. Voilà. Donc, j'espère de tout cœur que ce projet accueillera quelques millions d'utilisateurs d'ici 5 ans. On te le souhaite, Inch'Allah. Charles. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé ou quelque chose que tu voudrais partager, qu'on n'a pas parlé? Toi. La prochaine fois. La prochaine fois sera le sujet. Non, écoute, voilà, moi, je voudrais te remercier parce que je trouve que tu essayes de faire des podcasts de qualité assez profonds. J'ai adoré l'expérience. Tu es quelqu'un qui est très à l'écoute, qui pose des questions justes et justifiées. Et je soupçonne que tu es quelqu'un qui aime beaucoup les gens et le partage. Donc, je voudrais te remercier parce que pour moi, c'était une super expérience. Merci beaucoup. Ça me fait super plaisir. J'étais très, très content de discuter avec toi. J'ai beaucoup appris. Donc c'est aussi pour ça que je le fais. Très égoïstement, j'ai envie d'apprendre. Et oui, j'adore les gens, j'adore apprendre. Donc, merci beaucoup Merci Simon, merci d'avoir passé ce temps-là avec moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et comme vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Donc partagez Next Wave autour de vous pour nous aider à faire connaître ces podcasts.